Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, aujourd'hui, on vous parle du moringa. Alors, en Europe, on connaît très peu le moringa et pourtant, c'est un arbre qui est consommé dans de nombreuses familles, dans des pays chauds. Elle est, entre autres, utilisée pour lutter contre la malnutrition. En plus d'apporter une base alimentaire solide à la population, elle offre aussi des puissantes propriétés bienfaisantes pour l'organisme. Alors, toutes les parties de cet arbre peuvent être utilisées pour leurs vertus, mais c'est surtout les feuilles qui se distinguent par leur richesse en nutriments. Elles contiennent la majorité des vitamines et des minéraux essentiels à l'organisme dans des quantités qui vont être extrêmement élevées. Alors, différentes études montrent que le moringa peut entraîner une diminution modérée de la glycémie et du cholestérol. En plus, il détient de puissantes actions antioxydantes, anti-inflammatoires. Alors, les feuilles de moringa sont particulièrement riches, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, mais également en bêta-carotène, en antioxydants et surtout en protéines. Les teneurs et les qualités de ces protéines fait de lui un allié qui est vraiment incontournable pour ceux qui souhaitent manger moins ou plus de viande. En effet, ces protéines contiennent tous les acides aminés essentiels. Euh, la poudre de feuilles de moringa a une teneur exceptionnelle également en calcium. Elle contient des acides gras essentiels, en particulier beaucoup d'oméga 3 et moins d'oméga 6. Alors, dernière chose, de nombreuses études ont montré que le moringa contribue à diminuer la glycémie chez les diabétiques. Alors, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de la composition du moringa? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc le moringa en fait dont on va parler ce soir, c'est le moringa oleifera parce que il y a plus de 13 variétés qui existent en fait de moringa. Mhm. Et donc c'est tout simplement le moringa oleifera, c'est celui qui a la composition micronutritionnelle la plus intéressante. Ça contient, comme tu l'as bien dit, donc la plupart des vitamines, sauf la vitamine D et la vitamine K. Mhm. Donc ça contient aussi des minéraux, des oligoéléments, donc notamment le calcium, comme tu l'as fait remarquer, mais aussi du potassium, du magnésium, certains oligoéléments aussi en quantité importante, comme le fer par exemple, comme le manganèse, le sélénium. Mais outre cela, donc, ce qui est le plus intéressant dans le moringa, c'est son contenu en protéines. C'est parmi les rares sources végétales complètes en protéines, c'est-à-dire qu'ils contiennent la majeure partie des acides aminés, notamment donc ça contient 9 acides aminés essentiels, sauf sauf l'histidine, bon, ça en contient, mais assez peu, très peu. L'histidine est un acide aminé essentiel pour les enfants, mais pas pour les adultes. Donc, c'est un acide aminé essentiel, conditionnellement essentiel. Donc, on trouve donc la teneur en protéines dans le moringa qui est autour, en tout cas supérieure à 20%, donc, mais autour de 24-25%, entre 20 et 26% en fait, surtout en ce qui concerne le moringa oleifera. Donc, c'est une excellente source de protéines qui, donc en termes de quantité et en termes aussi de diversité, des acides aminés et de contenu en acides aminés essentiels est très intéressante comme source. On trouve aussi des polyphénols surtout de type tanin et flavonoïdes, donc très intéressant aussi. Ça explique ce que tu avais cité au début, donc les différents effets métaboliques, Mhm. antioxydants et anti-inflammatoires. Et ça a aussi des effets divers et variés qu'on abordera, je pense, après, qui sont dus pas uniquement à ces polyphénols et à cette composition unique en micronutriments, mais aussi à son contenu en organosoufrés. Ça contient notamment des isothiocyanates
des glycosinolates, par exemple, du sulforophane, par exemple, ou d'autres composants. Ça contient aussi des phytostérols. Donc, c'est une source intéressante de phytostérol. Cystostérol, par exemple, ou comstérol, ou stigmastérol et tous les autres phytostérols, on les retrouve justement dans le Moringa oleifera. En plus, donc, des autres composants comme certains terpènes, certains alcaloïdes, des saponins aussi. Donc, c'est une composition très variée et qui donne en fait et qui explique aussi les effets extrêmement variés du moringa, même si au niveau des études chez l'humain, surtout les essais cliniques, on en a peu comparé en fait à ce qui existe dans la littérature scientifique, dans les autres types d'études in vitro ou également chez l'animal. Donc, je tiens à préciser que bien sûr, ici, quand on parle du Moringa oleifera est une plante, comme toutes les autres plantes, ça a des parties, en fait. Il y a la tige, la racine, l'écorce, les feuilles et tout ça. Et là, on va parler principalement des feuilles, en fait, parce que les feuilles sont les moins toxiques. Les autres parties contiennent des substances toxiques. Bien sûr, jusqu'à un certain dosage, ça n'est pas toxique, mais ce qui n'est pas toxique, en tout cas au dosage recommandé, ce sont les feuilles et ce sont les feuilles qui contiennent aussi la meilleure composition micronutritionnelle aussi. Alors justement, on l'entend, sa composition est très riche. Est-ce que tu peux nous parler de ses bénéfices et de ses effets micronutritionnels? Bon, il y a donc les effets que tu avais tout à l'heure cités, Mhm. donc antioxydants, anti-inflammatoires, on comprend pourquoi. Donc, la composition en vitamines, en minéraux, oligo-éléments, polyphénols, donc tout ça a un pouvoir antioxydant, que ce soit directement par des antioxydants directs ou indirectement. Donc, ça a des effets antioxydants et anti-inflammatoires aussi, surtout par rapport aux polyphénols, certains alcaloïdes, les terpènes. Donc ça a un effet anti-inflammatoire aussi qui est prononcé. Mais par contre, on va dire que l'indication principale qui, on va dire, reconnue, c'est donc l'utilisation du moringa en cas de dénutrition. Donc, dans les cas de patients, par exemple, personnes âgées ou des cachéxiques, des personnes de constitution faible, dénutris, des enfants dénutris aussi, des patients qui souffrent de malabsorption pour une raison ou une autre, de malabsorption intestinale. Donc, ceux-là peuvent utiliser donc du moringa justement dans ce sens-là, dans le sens où il contient une composition très variée de micronutriments. Et puis, il y a une autre indication aussi qui découle de celle-ci, en fait, c'est la source de protéines. Vous avez compris que donc 20 à 26% de protéines dans les feuilles de moringa, c'est très significatif si l'on compare avec les sources classiques de protéines qui sont en fait pour la plupart d'origine animale, donc la viande, les œufs et tout ça en fait, les poissons, etc. Donc c'est quand même assez significatif, 20 à 26% de protéines. Donc une source végétale de protéines très intéressante pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne voudraient pas ou ne consommeraient pas ou ne pourraient pas consommer des protéines venant de sources animales, donc des végétaliens pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est donc une indication aussi très, très intéressante du moringa. Je me permets, Oui. puisque tu parles de la protéine, et on le sait, beaucoup de sportifs en ont besoin et parfois n'en prennent pas assez. Est-ce que ça peut être intéressant d'emblée pour un sportif de se complémenter en moringa? Absolument, dans Mhm. la mesure où bon, les sportifs, ça dépend des sportifs, mais je pense que tu parles, bon, les sportifs qui consomment le plus de protéines,
sont les sportifs de culturisme physique, de Oui. bodybuilding et tout ça, de musculation. On consomme en général de la whey protéine, de la protéine de lait. Tu vois, malgré que les types de protéines de lait les plus intéressantes, celles qui contiennent le moins de lactose, le moins de graisse et le moins de sucre, sont par exemple l'hydrolysate de protéines, à moindre mesure l'isolate de protéines, mais il y a aussi le concentrat de protéines où celui-là est bon marché, est moins cher, mais sauf que le problème, c'est que ça contient du lactose et certains seraient par exemple intolérants au lactose. Ou comme j'ai dit, pour une raison ou une autre, ils ne voudraient pas prendre donc de protéines d'origine animale. À ce moment-là, le moringa serait, donc la poudre de moringa serait, de feuilles de moringa serait extrêmement intéressante dans ce sens-là, beaucoup plus intéressante que ce qu'on trouve comme alternative végétale, notamment les protéines de pois ou les protéines de soja, par exemple. Donc, sont moins intéressantes, en tout cas en termes de composition, en termes de quantité et diversité des acides aminés essentiels, c'est moins intéressant. Le moringa contient la majeure partie des acides aminés, qu'ils soient essentiels ou non essentiels, en quantité suffisante et naturellement. Parce que, par exemple, pour le soja, parfois on l'enrichit en acides aminés aussi. Voilà. Donc, oui, pour les sportifs, c'est excellent. C'est une excellente source. Et donc, mis à part ces deux indications principales, on va dire qu'il y a tout un ensemble d'indications pour le moringa, mais qui sont, on va dire, moins évidentes parce qu'il y a beaucoup moins d'études là-dessus. Et quand je dis il y a beaucoup moins d'études là-dessus, je parle ici d'essais cliniques. Il existe tout un tas d'études sur faites in vitro ou sur des rongeurs ou des animaux, mais le manque d'essais cliniques fait que le moringa n'est pas bien reconnu sur ces indications. Donc, à attendre donc d'autres essais cliniques plus tard. Donc, parmi ces indications, on a par exemple l'asthme, par exemple. L'asthme peut être amélioré, et ça, je parle d'un essai clinique qui est le seul en fait qui est disponible jusqu'à l'heure actuelle, où on a utilisé jusqu'à 3 grammes par jour de moringa pendant 3 semaines. Et là, on a observé chez des patients asthmatiques une diminution des symptômes, de l'intensité des symptômes et la fréquence des symptômes de l'asthme. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais comme je te disais, c'est pas suffisant comme preuve, on va dire. Mais il y a des pistes, il y a beaucoup de pistes. Il y a, si on cherche sur les indications, les potentielles indications du moringa, on en a plus d'une trentaine, en fait. Tu as aussi cité au début donc, la régulation de la glycémie. Donc, les marqueurs de la glycémie, que ce soit l'HbA1c ou la glycémie à jeun, peuvent être aussi modulés. Donc, on peut avoir donc, un effet anti-hyperglycémiant très intéressant par le moringa. Et ça, c'est parmi donc, aussi les indications potentielles les plus illustrées par des études, en fait. Mais ça reste quand même aussi insuffisant en termes de puissance de preuve scientifique. Il y a aussi l'effet hypocholestérolémiant aussi, donc qui est équivalent par rapport à l'effet sur la glycémie. Il y a un effet qui est moins connu du moringa, mais qui est illustré par quelques études, pas chez l'humain, mais des études sur les hormones sexuelles et sur donc la libido. Donc c'est l'effet aphrodisiaque du moringa. Alors est-ce que c'est dû au fait que il y a plusieurs nutriments, micronutriments qui rentrent dans le cadre de la libido, de l'activité sexuelle, de la fertilité qu'on retrouve dans le moringa, ou est-ce que c'est autre chose, notamment peut-être des polyphénols, peut-être des phytostérols. Dans ce cas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a évidemment un effet aphrodisiaque dans certains cas. Donc, ce n'est pas quelque chose de très prononcé. Il y a d'autres plantes qui sont beaucoup plus intéressantes par rapport à ça. Il y a aussi un effet par la chlorophylle, donc un effet purifiant, on va dire, un effet chélateur pour certains métaux de la chlorophylle.
donc qui pourrait être intéressant. Bon, la chlorophylle rajoute aussi un autre effet antioxydant et anti-inflammatoire, comme on le sait déjà. Il y a un autre effet aussi un peu moins connu sur donc la prolifération cellulaire et la cancérogénèse. Et ça, c'est typique pour le moringa, où on a à la fois l'effet sur l'apoptose, donc inhibiteur de la prolifération cellulaire, par le biais de, si vous vous souvenez, on avait parlé dans la composition des isothiocyanates, notamment donc les organosoufrés qui contient, mais en même temps un effet qui va stimuler aussi la régénération cellulaire par le biais notamment des phytostérols et de l'effet œstrogène-like du moringa, parce que le moringa a un effet œstrogène-like notamment. Donc on a les deux en fait. À la fois on stimule l'apoptose et en même temps, donc l'apoptose, c'est ce mécanisme de mort cellulaire programmée qui va être utilisé ou déclenché. Donc, soit c'est la cellule elle-même qui déclenche l'apoptose parce qu'elle devient de plus en plus cancéreuse, soit c'est les NK, les cellules du système immunitaire tueuses de cancer, qui viennent déclencher ce processus d'apoptose. Donc, ça, on l'a dans le moringa. Et en même temps, comme je viens de te le dire, on a aussi l'effet œstrogène-like, donc qui augmente aussi la prolifération. Il y a aussi quelques études qui pointent dans le sens d'une augmentation de la quantité de lait maternel, mais c'est pas très clair comment que c'est modulé et comment qu'on obtient cette augmentation, et c'est même pas clair si on peut l'avoir réellement chez la femme allaitante. Donc, et puis il y a encore une vingtaine d'autres effets qui sont toujours plus ou moins clairs, avec moins d'études là-dessus. Alors, mais justement, dans les effets, dans les différentes questions qu'on reçoit, entre autres de Mariam, qui nous demande est-ce que, au niveau du fer, est-ce qu'il y a plus de fer dedans que dans la spiruline et donc, au niveau de l'effet, est-ce que ça peut faire monter le fer? C'est une quantité équivalente, en fait, Mhm. par rapport à la spiruline. C'est assez équivalent et c'est le même type de fer aussi. Donc, c'est un fer qu'il faudra réduire aussi pour qu'il soit absorbé. Donc, c'est le même type de fer et c'est équivalent en termes de quantité. Donc, Jamel, sur le même type de question, nous demande si on a sa place, s'il a sa place, s'il a sa place dans les cas d'anémie, justement. Oui, oui, tout à fait, hein. Mhm. Bien sûr, on peut. Ben, dans toutes ces pathologies complexes, Mhm. on ne peut pas traiter par une seule chose, bien sûr. Mais le moringa peut servir en fait dans une stratégie thérapeutique pour l'anémie ferriprive, oui, ça peut très bien servir, d'autant plus que donc au cours d'une anémie, bon, c'est anémie ferriprive, c'est un déficit en fer, mais souvent on a aussi des déficits d'autres nutriments. Donc le moringa contient beaucoup de nutriments, donc c'est très Mhm. bien, c'est comme la spiruline aussi. Alors, on l'entend dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'effets et en fin de compte, peu de preuves scientifiques. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les plantes, puisque quelque chose qu'on saurait faire, qu'on pourrait faire pousser dans sa serre ou dans son jardin, évidemment, ça n'est pas brevetable. Et à mon sens, c'est là, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais c'est là que ben, peu de gens font des études là-dessus, sur ce produit. Alors, je ne dirais pas qu'il y a peu d'études Mhm, scientifiques. Il y a des études mhm, qui montrent comme tu le dis, comme la plupart des plantes, qui montrent des tendances, des pistes de réflexion, des applications potentielles sur des cibles, mais restent les essais cliniques qui sont moins importants. Et bien mhm, sûr, voilà, il faut avoir les financements nécessaires, il faut avoir la motivation pour le faire, il faut avoir toute une politique qui va dans ce sens. Et donc ça, on en a moins. mhm. Les études sont faites parfois en Inde, parfois en Chine, parfois en Afrique. Ben, ce sont les endroits en fait où on a le plus besoin de moringa, où c'est là aussi où pousse le moringa. Mhm.
Et donc, c'est là où il y a le plus d'intérêt, en fait. Bon, si le moringa poussait en Europe, ou si on faisait en tout Oui. cas pour pousser le moringa en Europe, on serait intéressé, ou aux États-Unis, on serait intéressé plus que ça au moringa. Mais comme c'est une plante qui est, on va dire, exotique, un peu moins connue, tout ça, donc il y a moins d'études, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça intéresse beaucoup moins le C'est clair. pharmaceutique. Hein, ouais. Est-ce que tu peux nous parler évidemment des contre-indications? Alors, il y a donc les contre-indications et il y a normalement très rarement des effets secondaires si on prend à des doses assez élevées. Donc, bon, pour ces effets secondaires, on peut avoir donc un effet laxatif. Bon, ça, c'est connu pour la plupart des nutriments, plantes qu'on prend à des quantités, des doses importantes. J'ai dit doses importantes parce que souvent, le moringa, quand il est donc, par exemple, en Afrique ou ailleurs, enfin, il est consommé directement sous forme de feuilles, ou alors qu'il pourrait être aussi consommé sous forme de poudre. Et donc, à ce moment-là, donc on peut consommer des quantités importantes, et c'est ce qui donne en fait donc ces effets, ces troubles digestifs, notamment surtout l'effet laxatif. Ça pourrait aussi donner rarement, plus rarement, donc des brûlures d'estomac. Également lorsqu'on dépasse les doses recommandées, et là les doses sont de plusieurs grammes en fait par rapport au moringa. Quand on veut prendre, on peut prendre même plusieurs grammes, puisque en fait c'est un aliment, en fait ça se prend comme sorte, enfin les feuilles se prennent directement comme ça. On peut avoir aussi des troubles du sommeil, de l'insomnie, pareil, lorsqu'on dépasse la dose recommandée. Alors, il y a quelques indications, enfin, par rapport, non, il y a quelques problématiques qui sont liées avec la grossesse, vu qu'il contient une trop grande quantité de vitamine A. Bon, ça contient, pour 100 grammes de moringa, ça contient à peu près 4000 à 8000 microgrammes de vitamine A, sous forme de bêta-carotène. Donc, il y a certaines sources, certaines études qui disent qu'il ne faudrait pas que la femme enceinte en prenne trop, mais il y a d'autres sources qui disent qu'il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, il n'y a aucun effet d'intoxication à la vitamine A qui a été signalé dans des cas cliniques ou des études publiées par rapport au moringa. Donc, on sait très bien que le bêta-carotène n'a pas de toxicité par rapport à la vitamine A, parce que la réaction qui convertit le bêta-carotène en vitamine A, en rétinol, est limitée. Ce n'est pas la même chose que de prendre de la vitamine A d'origine animale, où là, ça pourrait être tératogène. Alors, il y a autre chose aussi de très important par rapport à la toxicité de la plante de moringa, ce qu'on disait au tout début de cette vidéo, c'est que les feuilles sont les moins toxiques. Par contre, donc la racine, l'écorce, les fleurs, tout ça, ça contient des molécules toxiques, ça contient des substances toxiques, et ça pourrait produire des contractions utérines chez la femme enceinte notamment. Et puis, je dirais que la seule contre-indication vraie, c'est que chez les femmes qui pourraient avoir des excès d'œstrogène, ou une mauvaise détoxification ou métabolisation des métabolites toxiques des oestrogènes, celle-là, elle devrait faire attention donc à la quantité de moringa consommée, puisqu'on avait dit que ça a un effet œstrogène-like par le biais notamment des phytostérols qu'il contient. Donc ça, c'est par rapport aux précautions qu'on peut avoir, qui ne sont pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais c'est ce qu'on a pour l'instant sur les précautions, sur les contre-indications, sur les problématiques qui pourraient être liées à l'utilisation du moringa. Mais grosso modo, c'est une plante, les feuilles sont sécuritaires, il n'y a pas de problème. Alors, tu nous parles de toutes les qualités, on entend hein, la richesse de cette plante, mais
quelle différence est-ce qu'il pourrait y avoir entre un complexe multivitamine et le moringa? Dans quel cas je vais plutôt aller vers un complexe multivitamine ou dans quel cas simplement je vais aller vers le moringa? Un complexe multivitaminé, bon, en général, ça contient des vitamines, ça contient des minéraux et des oligoéléments Mhm. sur des dosages, ce qu'on appelle les AJR, les apports journaliers recommandés. Euh, et le moringa contient plus que ça. Donc, si on voudrait à ce moment-là supplémenter uniquement par rapport aux vitamines, minéraux et oligoéléments pour être certain d'avoir les AJR, donc les apports journaliers recommandés, le plus intéressant, c'est le multivitaminé. Si Mhm. à ce moment-là, on a besoin de plus que ça, donc plus que ça, c'est-à-dire donc il y a les polyphénols, il y a surtout aussi donc les protéines, des acides aminés, en plus du reste. Et je fais remarquer que le moringa ne contient pas, en tout cas pas suffisamment de vitamine K et de Mhm. vitamine D. D, D. et aussi pas en grande quantité non plus plusieurs des oligoéléments. Mhm. Donc là, c'est déjà une différence majeure avec les multivitaminés qui, eux, contiennent une quantité suffisante de tout ça, mais qui ne contiennent pas ou qui ne contiendraient pas une quantité suffisante de protéines de bonne qualité et tout ça. Donc, ça se complète en fait, mais il faudrait faire attention à ne pas combiner les deux non plus parce qu'on va Mhm. avoir un excès dans certaines vitamines. Donc, c'est à voir en fait. En tout cas, le moringa, comme on l'avait expliqué, les indications principales en fait, c'est les déficits micronutritionnels qui sont dus à une dénutrition. OK. Et par rapport au multivitaminé, on le donne en général à titre préventif ou alors à titre donc Mhm. quand il y a plusieurs carences micronutritionnelles, on donne aussi des multivitaminés. Mais là, on parle de dénutrition. Donc cachexie, problème d'absorption, personnes à constitution fragile, dénutrie et tout ça. Donc c'est un pas en plus. Et en plus de ça, donc il y a, quand on dit dénutrition, il n'y a pas que les carences dedans, il y a aussi le statut protéique bas. Et donc ça, on peut le corriger mieux avec le moringa qu'avec les multivitaminés. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, je vais faire un petit tour du côté des questions, mais pour une grosse partie, nous y avons, enfin, tu y as répondu. Rafika qui nous demande est-ce qu'on peut le prescrire chez la femme enceinte, tu y as répondu. Mariam, plus de fer que dans la spiruline, tu y as répondu également. Je regarde. Ah oui, pour l'absorption des acides aminés, est-elle la même que ceux d'origine animale? Alors, c'est une bonne question dans le sens où le problème qui se pose avec les acides aminés d'origine végétale, c'est pas la nature des acides aminés en eux-mêmes. Bien Mhm. sûr, dans les légumineuses, par exemple, qui sont la meilleure source, on va dire, disponible de protéines, d'acides aminés, donc d'origine végétale, il y a déjà moins d'acides aminés essentiels, pour certains en tout cas, moins en termes de quantité, okay, ce qui n'est pas le cas pour le moringa. Et le principal problème, c'est la bioaccessibilité de ces acides aminés. C'est-à-dire qu'ils sont tellement liés et emprisonnés dans des structures fibreuses que ça devient très difficile de les faire sortir et que les enzymes protéases puissent arriver donc à ces protéines-là pour pouvoir les dégrader, pour pouvoir ensuite les absorber sous forme d'acides aminés. Donc dans le moringa, on n'a pas cette problématique-là, puisque déjà, on le consomme sous forme de feuilles. Bon, les feuilles, ça contient des fibres, mais c'est pas aussi fort et Mhm. euh, ok, que dans les légumineuses notamment. Et en plus de ça, donc, on le consomme souvent sous forme de complément alimentaire. Et là, c'est sous forme de poudre. Donc, même donc, sous forme de gélules, bon, il y a de la poudre dedans. Les acides aminés sont bioaccessibles. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment l'une des rares sources végétales de protéines de bonne qualité, de très bonne qualité. Mhm. Alors, on a également
Ah oui, Christiane, notre éternelle habituée Christiane, qui nous pose la question de savoir la posologie conseillée en cas de sarcopénie, si cancer. Il n'y a pas de posologie conseillée en fait. Mhm. Et encore une fois, on ne traite pas le cancer ou la sarcopénie par du moringa. Ça doit faire partie. Tu n'aides, Voilà, c'est une béquille, on va dire. Mhm. Ça doit faire partie d'une stratégie complète de traitement qui doit être faite avec, en collaboration avec le médecin traitant. Globalement, les doses sont enfin, c'est à partir de 1 gramme en fait, mais on peut aller jusqu'à plusieurs grammes, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Bon, c'est des dosages normaux en ce qui concerne le moringa, bien sûr, en prenant en considération ce qu'on avait dit auparavant par rapport aux précautions d'usage et par rapport aux contre-indications. Alors, une dernière question. Comment la préférer? Est-ce qu'on va la prendre, on le sait, on peut la prendre fraîche, on peut le prendre frais, pardon. On peut le prendre en complément, en décoction ou en tisane. Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est de prendre cru. Mhm. Mais sinon, donc, quand on prend en général cru, on a tous les vitamines, parce qu'on a des vitamines, on a beaucoup de vitamines. Et le fait c'est dommage d'aller donc chauffer, donc de prendre par exemple en tisane, décoction. Bon, le mieux, c'est de prendre en frais. Donc, lorsqu'on parle ici de l'aliment, des feuilles. Mhm. Mais sinon, la prise en complément, ça permet de titrer, donc d'avoir un dosage de ce qu'on a pris, Mhm. et aussi pour que donc un produit puisse être produit sous forme de complément, il doit subir des analyses de toxico, des analyses de microbio et tout ça. Donc, pour les compléments, c'est en poudre en plus, donc c'est plus, donc les nutriments dedans sont plus bioaccessibles. Et donc, ça fait que on sait combien on a pris et on sait que ce qu'on a pris ne contient pas de substances ou de composants toxiques. Donc, c'est ça juste la différence entre le complément et la plante. Mais si on prend donc les feuilles directement, ça serait prise, donc on les prend en frais, c'est beaucoup mieux. Alors justement, Sarah qui nous demande si on la boit au Moulinex, est-ce qu'on la dénature ou non? Non, s'il s'agit pas d'une centrifugeuse ou d'un extracteur de jus, donc là, il faudrait utiliser un mixeur, un Mhm. blender. C'est beaucoup mieux pour avoir les fibres parce que, pas par rapport aux fibres, mais parce que les fibres contiennent en fait une bonne partie de tous les composants qu'on avait expliqués au tout début, surtout les polyphénols, surtout les terpènes, surtout les alcaloïdes. Tous ces composants-là, on les retrouve en fait dans les fibres en bonne partie. C'est pour ça que si on décide de faire un jus, d'en faire un jus, le mieux, c'est de garder les fibres. Donc, la meilleure solution, c'est le mixeur ou le blender. Donc, on appelle ça un traitement mécanique de l'aliment ou de la plante, qui est beaucoup mieux que le traitement thermique, qui lui aussi permet d'obtenir donc ces polyphénols et alcaloïdes et tout ça, mais il a, comme le traitement thermique, a comme inconvénient, c'est donc de détruire les vitamines. Donc, le mieux, dans ce cas, si on veut en faire un jus, c'est d'utiliser le blender. Et Clara qui nous demande Moringa contre spiruline, lequel choisir? Enfin, les deux. Il n'y Voilà. a pas de. Enfin, chaque plante a sa Mhm. composition, Ce en fait. sont deux Oui. choses différentes. Oui. Alors moi, je voulais aussi vous parler du moringa dans d'autres termes, hein. Vous savez que ben, le moringa,
l'arbre pousse pendant 10 ans et permet de diminuer l'empreinte carbone, hein. On a une réduction de 22 kg de CO2 par arbre. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, quand donc, enfin voilà, le Nutrilogix s'associe avec une plantation de moringa au Sénégal. Et à chaque fois qu'un client chez Nutrilogix achète du sel de palmarin, on plante un arbre planté à son nom au Sénégal. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Le fait de planter cet arbre, ça permet d'offrir 600 repas par an à des enfants. Ça permet également d'offrir du travail dans ces villages-là. Et aussi le fait d'acheter du sel. Eh bien, le sel, nous l'achetons en gros. Nous ne faisons qu'un bénéfice dessus. Et on permet à un atelier protégé qui se trouve en Belgique, dans les Ardennes belges, de travailler pour le mettre dans des petits paquets en toile de jute. Et nous, enfin, Nutrilogix vous les livre après. Donc voilà, si vous passez une commande de moringa ou de n'importe quoi chez Nutrilogix, vous rajoutez 5 euros de plus dans votre panier et vous demandez du sel de palmarin et ça vous permettra d'avoir un arbre à votre nom. Vous voyez parfois des vidéos qui passent avec le prénom des gens qui ont planté l'arbre. Alors, il faut avoir de la chance de tomber sur son prénom, mais on vous assure que tous les arbres sont plantés. Je pense de mémoire que l'an dernier, nous en avons planté 8900, donc en 2020, 8900 moringas, et on continue, on veut développer ça pour l'instant au Sénégal, mais on veut le développer également dans d'autres pays parce que ça permet justement de combattre la dénutrition de pas mal d'enfants déjà et de pas mal de personnes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Amine, merci beaucoup. Merci à tous d'être là chaque semaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine. Merci, à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut.